Macky Sall s'apprête-t-il encore à installer un caron au Sénégal? Dans son obsession effrénée d'un troisième mandat, ce forcené du pouvoir est prêt à tout, quoi qu'il en coûte, pour conserver le pouvoir d'État. Ceci pour des intérêts pervers au nom desquels assurer la pérennité de la France-Afrique et de la néocolonisation au Sénégal d'une part, puis de concert avec ses autres valets de l'Occident, le pillage et les aberrations du colon sur le continent. Sentant venir sa fin prochaine et persuadé de ce que sa cote de popularité est au plus bas et l'impossibilité pour les siens et lui de rempiler, Macky Sall vient par ses acolytes du Conseil constitutionnel d'invalider la liste de la coalition des principaux partis de l'opposition, coalition conduite par Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et autres au scrutin législatif du 31 juillet 2022. Motif, on parle d'erreur s'étant glissé sur la liste. Et à Macky Sall de s'empresser de déclarer que si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée. De toute façon, le pays va faire ses élections, le Conseil constitutionnel a décidé. Fin de citation. Un conseil constitutionnel à ses bottes. Voilà qui remet en scène la méchanceté légendaire et la tyrannie du despote de la Teranga, un injuste jusqu'à la moelle épinière, disent de lui ses frères sénégalais. On invalide une liste juste pour une prétendue erreur. Une erreur que l'organe délibérateur même reconnaît comme telle. Alors, une erreur n'est-elle pas corrigible? N'est-elle pas rectificative? Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Ou bien la peine n'est-elle pas plus importante qu'une petite erreur? Et pour cela, on invalide toute une liste. Et bienvenue les dégâts. De nombreux blessés, des morts et de nombreux dégâts matériels. Puisqu'évidemment, l'opposition n'entend pas se laisser faire. À son appel, plusieurs milliers de ses partisans sont descendus dans les rues le vendredi 17 juin dernier à travers tout le Sénégal. De violents affrontements ont opposé police anti-émeute et militants de l'opposition en dépit de l'interdiction du mouvement par le pouvoir. De nombreuses interpellations de leaders et de manifestants ont eu lieu. Ousmane Sonko, lui, est assis à son domicile, entouré pour la circonstance par une horde de forces de l'ordre. Des pneus brûlés, des commerces détruits, des gaz lacrymogènes lancés à l'appel, des jets de pierre et de cocktails Molotov artisanaux, et j'en passe, et la liste n'est pas exhaustive. Le Sénégal vit des heures sombres. Tout ceci dans le seul dessein d'empêcher certains Sénégalais de siéger au Parlement. Lequel Parlement qu'on veut avoir à sa botte afin de briguer un troisième mandat présidentiel illégal, illégitime et inconstitutionnel. Mais quel Dieu! Pourquoi certains de nos chefs d'État sont-ils si tentés par un troisième mandat? On use de tous les artifices possibles pour cette fin. C'est à croire que nos chefs d'État, une fois à la magistrature suprême, perdent complètement le nord, deviennent complètement corrompus avec une mémoire complètement oblitérée. Au point où la sagesse même, bien parfois, se remet à se réinterroger. Et même des personnalités, des notabilités apparemment réfléchies, intègres et d'une cohérence avérée, des individus dont il serait pernicieux d'oser douter de leur crédibilité, mais qui, paradoxalement au pouvoir, si ce n'est qu'ils pactisent avec la pègre occidentale, impérialiste et néocolonialiste, deviennent des disciples des aberrations, effectuant des virevoltages impossibles, partisans des révisions constitutionnelles inimaginables. Et tout ceci dans le seul dessein machiavélique de s'éterniser au pouvoir. À titre illustratif, nous ne citerons le cas Abdoulaye Wade, pourtant célèbre avocat de son pays, le Sénégal. Alpha Condé, illustre professeur d'université en Guinée-Conakry. Tous deux emportés par le syndrome du troisième pouvoir. Le cas le plus criard et le plus détestable est celui d'Alassane Dramane Ouattara, vénéré économiste de tous les temps, issu des grandes universités américaines. Il a été bombardé président de la République de Côte d'Ivoire le 6 mai 2011 du fait du malheureux hasard de la crise post-électorale. Et depuis, il s'accroche au pouvoir. Piqué par le syndrome du troisième mandat, il modifie la Constitution après 2 mandats réguliers et se fait réélire le 31 octobre 2020. Avec naturellement des centaines de morts abattus par les forces armées. Le pire, des Ivoiriens ont été décapités à l'occasion. Et à ces troisième mandatistes, il faut ajouter les éternels occupants des pouvoirs d'État.
Paul Biya du Cameroun, Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, le Rwandais Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, et la liste n'est pas exhaustive. Ainsi, pour un troisième mandat, on est prêt à tout pour t'éterniser au pouvoir. On peut même assassiner, tuer tout un peuple, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'on oublie tout homme de pouvoir, c'est que toute chose qui a un début a une fin. C'est la loi de la nature. Alpha Condé, le Guinéen, le vit actuellement à ses dépens. Ancien président, il ne jouit plus d'aucune crédibilité sur le continent. Il ne peut plus vraisemblablement circuler à son aise sur le continent africain. Macky Sall du Sénégal se doit de savoir qu'il doit tout de suite et maintenant renoncer à ses visées démoniaque de troisième mandat. Dans le cas contraire, il partira de la manière la plus triste et la plus funeste possible. Certes, Macky Sall a peur de Sonko, de Diaz et autres, mais il se doit de choisir la voie de la dignité, de la raison et de la paix en respectant la volonté populaire. Pourquoi faut-il toujours foncer tête baissée dans le précipice? Ne devrons-nous plutôt pas préserver la paix, quelles que soient les situations? Macky Sall devrait changer rapidement de fusil d'épaule. Un Macky Sall qui va plaider auprès de Vladimir Poutine la levée de l'embargo sur le blé parce que les Occidentaux sont affamés, les Occidentaux souffrent. Toi, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, au lieu de plaider l'envoi direct du blé en Afrique, tu plaides plutôt pour le blé devant passer par l'Occident avant d'atterrir encore plus cher en Afrique. Le même Macky Sall qui vote l'embargo sur son voisin le Mali plaide curieusement pour la levée de l'embargo russe sur les Occidentaux. Une totale aberration. Un Macky Sall d'une divergence ondoyante et à la langue fourchue qui tient des langages différents selon qu'il soit à Soti ou à Paris. Et les propos du Premier ministre malien révèlent à suffisance tout sur la personnalité actuelle de Macky Sall. Il dit exactement ceci du président sénégalais. Il y a un président en Afrique ici qui est allé demander au président russe, Poutine, de lever l'embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu es parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi tu as mis l'embargo et fermé les frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire. Macky Sall ne fait-il pas honte à l'Afrique? C'est le comble, c'est la totale. Mieux vaut vraiment en rire. Ce chef d'État africain est-il encore récupérable? Ces présidents partisans du troisième mandat et les autres éternisants au poste en Afrique, les valets soutenus par l'Occident, un Occident qui veut toujours avoir mainmise sur les ressources du continent. L'Afrique des intelligences et des libertés a déjà découvert leur supercherie, leur manigance. Quelle honte! Elle les combat et les combattra par tous les moyens. Ils ne pourront pas nous tuer, nous tous. Macky Sall et son clan le savent, qu'avec un scrutin régulier, ils seront battus à plate couture. Parce que le Sénégal, sous son air, connaît de plus en plus une dégradation de sa situation économique, la situation des classes populaires, avec à la clé des pratiques de corruption et l'alignement distinct et très manifeste du Sénégal sur l'oligarchie corrompue du colonialisme et sur les sanctions contre le Mali, un pays frère et ami. On peut encore prédire des heures fumantes en perspective pour le Sénégal. Le syndrome du troisième pouvoir et des mandats illimités en Afrique constitue des facteurs d'instabilité politique, des pratiques intrinsèquement antidémocratiques, anachroniques et complètement récusables, soutenues par la fragilité argumentaire de la justification de la pratique et de la stratégie de confiscation du pouvoir d'État. Une pratique porteuse de conflits aux conséquences très désastreuses. À Macky Sall de savoir maintenant s'y prendre au lieu de se laisser distraire et apeurer par un comédien de Zelensky, girouette de l'Occident, qui a perdu complètement le Nord en conduisant manifestement son peuple vers le précipice et qui vient traiter l'Afrique d'otage de la Russie. Curieux, n'est-ce pas, quand ça provient de lui, ce vassal des autres. Nous sommes à une époque où l'Afrique, telle que l'a mentionné Nelson Mandela de vénérée mémoire. Une des erreurs que certains analystes politiques font est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis.
Faites une chose que nous ne pouvons pas faire et que nous ferions jamais. Nous avons nos propres luttes que nous menons à bien. Nous remercions tout le monde d'avoir soutenu notre lutte. Cependant, nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique. Notre attitude envers n'importe quel pays, elle est déterminée par l'attitude de ce pays vis-à-vis de notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison quelconque pour laquelle nous devrions avoir une quelconque hésitation en ce qui concerne le rattachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont exigés en Afrique du Sud. Notre attitude est uniquement basée sur le fait qu'ils soutiennent entièrement la lutte pour la fin de l'apartheid. Ils ne nous soutiennent pas uniquement au travers des mots, ils mettent également des ressources à notre disposition pour que nous remportions cette lutte. Voilà mon positionnement sur la question. Alors, à faire un scanner des relations aujourd'hui entre l'Afrique et la Russie, et l'évidence est manifeste, patente et ne prête à aucune confusion. 1. L'Afrique n'a pas participé à la honteuse et cynique traite négrière. Bien que présente à la fameuse réunion de 1884-1885 de Berlin pour le partage de l'Afrique, parce que le colonialisme a été commis par presque tous les autres pays occidentaux. 2. L'Afrique à l'époque de l'Union soviétique a soutenu concrètement les mouvements indépendantistes africains. Et par l'envoi des hommes, et par l'envoi des moyens financiers, et par l'envoi d'armements pour contribuer aux efforts des Africains à la décolonisation. Et des exemples, on peut en citer à foison. ANC en Afrique du Sud, le Frélimo au Mozambique, la SWAPO en Namibie, le MPLA en Angola, l'UPC au Cameroun, la Jamaïria arabe populaire démocratique socialiste en Libye, etc., etc. Et mieux, l'officier Vladimir Poutine de l'armée russe a servi en Afrique aux côtés des mouvements indépendantistes en qualité d'officier supérieur de renseignement russe. Il est même aujourd'hui en Russie une université dite Université internationale Patrice Emery Lumumba. Alors, en somme, la présence russe en Afrique ne constitue pas une expression coloniale. Pas pour imposer sa monnaie, pas pour imposer l'installation de bases militaires définitives sur le continent, pas pour imposer non plus sa langue, c'est-à-dire russifier l'Afrique. Encore moins une religion. Mais la Russie est plutôt sur le continent avec des projets et des partenariats clairs, gagnant-gagnant, avec l'ambition d'empêcher que l'Afrique soit entièrement sous le joug colonial. Certes, il n'est pas de partenariat politique parfait, les intérêts primant sur l'amitié dans les relations internationales. Mais les relations russo-africaines sont, du moins pour l'heure, dépourvues de colonialisme, de racisme, de négrisme, d'impérialisme et d'assimilation culturelle, des caractéristiques perverses du colon occidental sur le continent. Mais alors, on ne peut nier du tout des réalités aussi manifestes que l'histoire russo-africaine. Se laisser affirmer que l'Afrique est l'otage de la Russie, on peut oser dire que Volodymyr Zelensky a dressé devant l'Union africaine une thèse d'une ineptie et d'une balivernerie puérile. L'appellation otage zelenskienne est ce que l'Afrique des intelligences et des libertés définit plutôt comme la diversification du partenariat géostratégique et géopolitique. Il s'agit de l'entrée de l'Afrique dans la construction du monde unipolaire qu'elle appelle de tous ses voeux et actuellement en cours de concrétisation. Ce qu'ignore vraisemblablement lui, Zelensky, soumis du monde unipolaire,
avec pour maître absolu l'OTAN et dont il est lui intellectuellement difficile de s'en apercevoir, c'est que l'Afrique a déjà compris, en tournant complètement et définitivement dos à la domination occidentale et se refusant désormais de se soumettre à un nouveau maître. Certes, la présence russe en Afrique peut faire en certains points objet légitime de critique, mais de là à la comparer à la démarche monopolisante, impérialiste, colonialiste et au 6 siècles de barbarie occidentale, il n'y a pas photo. L'Occident est incapable aujourd'hui de se construire un monde dont il n'est pas le maître. La multipolarité provient du fait de la diversité, du partage pour un monde de consensus, de compromis et d'équité, sur des règles modus vivendi d'humilité et d'humanité. Sans cette révolution, l'Occident ne peut vivre dans un monde multipolaire déjà né et qui fonctionne. Seule solution pouvant sortir le monde de nouvelles conflagrations. L'Afrique n'est l'otage de personne et n'en sera plus jamais et exige respect et considération. L'Afrique reste le berceau de l'humanité et il ne peut plus jamais en être autrement. L'Afrique est un continent multicivilisationnel, millénaire, porteuse de valeurs supérieures à celles occidentales. Zelensky qui s'érige en donneur de leçons alors que depuis 2014, il a instruit l'armée ukrainienne a exterminé déjà au moins 15 000 de ses compatriotes de la région du Donbass. L'Afrique a besoin désormais de dirigeants crédibles pour porter sa parole et assurer au besoin la contradiction, tels Nelson Mandela, Muammar el-Kadhafi, Thomas Sankara, Thabo Mbeki et autres Ahmed Sékou Touré. Il faut en finir avec le désert observé à la tête de nos nations. Il n'y a que des chefs d'État et non des chefs d'État qui se cachent en huis clos parce que grondés, savonnés, humiliés par n'importe quel cul-d'âme, notamment un comédien sans ressources devenu par une providence misérable chef d'État et qui conduit l'Ukraine à sa disparition. Zelensky qui se permet de donner à l'Afrique des leçons d'autonomie, d'indépendance et d'instrumentalisation alors qu'il se devrait de trouver un compromis empreint d'humilité avec son voisin et cesser de faire de l'Ukraine un moyen de menace contre la sécurité russe, tel qu'à lui recommandé par le pape François Ier, autorité morale de l'Occident. Zelensky qui, depuis 1991, se laisse bien manipuler par l'OTAN qui, dans sa volonté hégémonique, veut servir l'Ukraine de couloir pour attaquer la Russie. Alors que quelques dizaines de ses compatriotes, du fait de l'opération spéciale russe, sont devenus des réfugiés dans le reste du monde. Zelensky devrait au fait de s'interroger sur ce qui lui arrive et de chercher à savoir s'il a encore la situation en main, plutôt que d'aller se présenter en marionnette devant les Africains pour déblatérer, affirmant que la guerre se poursuivra jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Sacrilège, sortilège, abomination. L'infantilisation des peuples et des États africains doit cesser. De même que cette allure malsaine de certains dirigeants du continent à se laisser banaliser et humilier. L'Afrique est adulte et suffisamment mûre pour s'assumer. Elle est mieux outillée, publiquement, intellectuellement et spirituellement pour devenir une grande puissance dans le monde multipolaire en cours. Plus de leçons à recevoir de la pègre. À cœur vaillant, rien d'impossible. Déterminée, l'Afrique des intelligences et des libertés résistera et gagnera.